Bonsoir et bienvenue à notre conférence parenthèse, première conférence live. Je suis Natacha de l'Escale Info. Cette conférence devait avoir lieu à Souston. Au vu des circonstances, nous vous proposons une formule live. Ces conférences sont mises en œuvre par l'Escale Info, un service de la communauté de communes Max. C'est un espace d'information dédié à tous situé à Cabreton. Nous vous accueillons, nous vous informons sur les thèmes liés à la vie quotidienne et nous montons également des projets, comme ce soir, cette conférence dédiée au public jeune ou plus largement à tous. Nous accueillons Margot Collet. Vous pourrez lui poser vos questions. Elle se fera un plaisir d'y répondre durant la conférence. Bonsoir Margot. Bonsoir Natacha de l'Escale Info. Margot, vous êtes co-autrice avec Raphaël Rémy Leleu du livre « Beyoncé est-elle féministe ?» et autres questions pour comprendre le féminisme, paru chez First en 2018. Vous avez aussi participé à la rédaction du livre « Le féminisme pour les nuls », sorti il y a quelques mois. Donc l'égalité, ça vous connaît ? Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, donc vous l'avez dit, et ça se sent dans les livres auxquels j'ai eu la chance de participer. Je le dis fièrement, je le revendique, je suis féministe et je pense que c'est un très beau combat qu'on doit être de plus en plus nombreux et nombreuses à mener. Moi, ma manière de le mener, c'est à la fois dans mon engagement associatif, militant, dans l'association Oser le féminisme, qui a porté le livre « Beyoncé est-elle féministe ». C'est aussi mon métier d'intervenir comme ça ce soir, de manière un peu inédite, par écran interposé. Mais c'est aussi des interventions auprès des jeunes, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, et aussi auprès des adultes, dans le cadre de la formation, que ce soit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, pour plus d'égalité professionnelle en entreprise, parce que même à l'âge adulte, il y a toujours besoin d'une petite mise à niveau. En guise d'introduction, la diffusion du film d'environ 5 minutes, Parole d'ado, avec des propos recueillis auprès des jeunes sur les questions d'égalité, filles-garçons, dans les collèges et les lycées de Cabreton, Labenne, Saubrigue, Souston et Tyros. Ils et elles devaient être les acteurs de ce film, mais le confinement nous a obligés à revoir notre projet. Vous ne les verrez donc pas, mais les paroles que vous allez entendre sont les leurs. Ce thème a été choisi par les équipes pédagogiques des établissements scolaires. C'est un sujet de préoccupation des jeunes et des équipes d'animation qui les accompagnent toute l'année. Ce live sera visible dès lundi sur le site de la communauté de communes Max. Nous vous souhaitons un agréable moment en notre compagnie. Et voici le film Parole d'ado. Les relations filles-garçons, c'est compliqué franchement. Encore plus depuis le collège. Ouais, mais je pense que c'est juste une période en fait. C'est juste parce qu'on change hyper vite. Faudra qu'on apprenne tous à se redécouvrir du coup. La difficulté, c'est de gérer ces changements à soi et de comprendre ceux de chacun. De gérer les hormones, la liberté plus importante, mais pas trop quand même, et de se faire une place au milieu de tous les nouveaux codes. Moi, je kifferais qu'il n'y ait pas autant d'obligations pour les filles. Ouais, quand on est petit encore ça va, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Fais pas ça, va te laver les mains, dis bonjour à la dame. Après, ça devient compliqué. Faut intégrer tout, ce qui se fait et ce qui se fait pas. Pour une fille, Faut être jolie, fragile mais avec du caractère, sexy mais pas vulgaire, musclée mais mince. sans cellulite, sans boutons, sans poils. Toi, tu penses bien vite que c'est foutu pour toi et que tu ferais mieux d'aller te planquer. Et vas-y, dis-moi, c'est quoi ta technique pour draguer les meufs? Je sais pas. Être beau gosse, assuré, poster sur Insta et TikTok, ça marche pas mal. Puis, attendre que ça réponde. Et c'est tout, quoi. Un conseil, évite de passer pour un naze. Genre, traîne pas trop devant les toilettes des filles. On y va toujours en groupe et on pourrait vraiment te prendre pour un gros pervers. Les insultes, c'est souvent pour rigoler quand même. Ouais, c'est ton liberté qu'on prend par rapport à tout ce qu'on n'a pas le droit de dire ou faire quand on est petit aussi. Entre potes, c'est une habitude. Ça veut plus rien dire. Franchement, on le prend pas mal. Demain, à la soirée, il y a Théo qui vient. Je m'en bats les couilles, meuf de Théo. Genre, tu fais ta belle. Après, tu sais quoi? Si tu veux pas mes conseils, moi je m'en balèque. C'est pour toi. En plus j'ai mes règles, c'est encore plus mort. Meuf, on s'en bat les couilles de tes règles. Vas-y, lâche-moi 2 €. Ouais, suce ma bite. Et t'as vu, il y a Emma qui vient à la soirée demain. Ouais, soirée trop fraîche, mon gars. Le mec, il a même pas 2 euros pour bouffer, mais il a une meuf à pécho. On peut pas tout avoir, hein. Comme elle est trop belle, Emma, je te jure. Je fais ce que tu veux, hein, si tu partages, mon gars. Ce que tu veux. Ouais, suce ma bite. C'est vraiment compliqué de savoir où on en est avec tout ça. Entre ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir,
ce que les potes plus âgés ou les plus grands frères racontent. Entre ce qu'on voit sur les sites internet et la réalité, on sait plus. On sait plus ce qu'on a le droit de faire ou pas. Pour pas que ce soit du harcèlement ou de l'abus. Et de ce qu'on doit surtout faire ou pas pour pas passer pour un gros naze. Il avait pas de capote, moi non plus. En même temps, j'allais pas en demander à ma daronne, franchement. Vous avez fait quoi du coup? Bah, on s'est un peu caressé, vite fait. Lui, il voulait dans la bouche et tout, mais c'est chaud. En même temps, t'es pas obligé si t'as pas envie. Ouais. Et lui du coup? Bah, lui, il dit que mettre la langue, c'est dégueulasse. Bah tu vois, pareil que toi. Lui, il dit que c'est pas le même bail. Je rêve d'un monde dans lequel tu pourrais comprendre ce que les mecs ils ont dans la tête. Oh, ce serait juste parfait. Un monde où tu peux te sentir libre total, libre d'aborder la personne qui te plaît sans devoir te créer une personnalité de mec super détaché, super viril, tu sais. Et je suis viril, moi? Bah, déjà, si tu te poses la question, t'es mal barré, mon gars. T'es con. Moi, j'aimerais un monde où tu peux genre marcher en tenant la main d'un mec sans qu'on te traite de pédé, tu vois. Parce que juste, ça veut rien dire, en fait. Après, bon, j'ai dit ça, moi, mais je suis pas pédé, hein. Ouais, mais t'as envie de marcher en tenant la main d'un mec. Mais non. Et on parle de ça, j'ai dit juste que ce serait bien. Moi, je m'en fous, hein. Mais t'y penses, parce que quand même, bah, t'en as un petit peu envie. Enfin, bon, je veux dire, moi je m'en tape, hein. Si t'es pédé, on s'en fout complet. Mais putain, je te dis, je suis pas pédé, mais casse pas les couilles avec ça, là. Tu veux quoi? Que je le gueule, que je suis pas pédé? Non, mais reste tranquille, mec. Attends, t'as le droit d'être pédé, t'énerve pas, c'est pas une honte. Tu peux marcher en tenant la main de qui tu veux, y a pas de problème avec ça. Pourquoi tu te mets à gueuler que t'es pas pédé? Arrête, je peux pas lui dire le truc genre papillon dans le ventre, je vais passer pour une gamine. Ça te fait quoi quand tu le vois? J'ai des papillons dans le ventre. Bah alors? Alors quoi? C'est pas une raison. Toi, ça te fait quoi quand tu la vois? J'ai chaud, je transpire. En fait, c'est par ici que ça chauffe un peu. Le truc relou, c'est que j'ai les joues et le bas du cou qui devient rouge. On dirait que je fais une crise d'allergie. Alors vas-y, toi, prends des antihistaminiques et va lui parler. Super, ouais, t'as remarqué qu'elle aussi c'était une fille? Bah alors? Ils diront quoi? Si c'est trop court, Ils diront quoi? si c'est trop voyant, Si c'est transparent? ils diront quoi? J'aimerais bien savoir. Si ça va lui plaire. J'aimerais bien savoir Ce qu'elles en pensent. si on va me laisser tranquille avec cette couleur. À ton avis? Ça me fait un gros cul, C'est vulgaire? à ton avis? C'est trop sage, non? Ça fait pute, je crois. Comme photo de profil, ça passe crème. T'en penses quoi, toi? Et toi, t'en penses quoi? Je m'en fous, je crois. Le combat qu'on mène, Avec nous-mêmes. cherche. Avec vous, souvent. C'est con à dire, pourtant. Bête. Ouais, c'est bête. Mais pour nous, c'est important. Cherche, Même si on sait pas trop pourquoi. même si ça fait mal parfois. Peu importe le sujet, faut pas chercher. Cherche, Les devoirs, la chambre mal rangée, cherche. la famille, l'heure du coucher. Le linge sale, le ménage, Cherche. le langage. Peu importe le combat. On veut juste savoir où on va. Cherche. Alors, pendant qu'on serre les poings, On a besoin que vous lâchiez rien. Margot, nous vous laissons la parole pour réagir. Bah déjà, je trouve ça super d'avoir pu tendre le micro à ces jeunes. C'est une parole rare. On leur donne trop peu souvent la parole. Et je trouve que le cadre qui a été créé montre qu'ils étaient en confiance et qu'ils parlaient vraiment des sujets qui les concernaient. J'ai trouvé qu'on a entendu beaucoup de questionnements, beaucoup de barrières aussi. Ça se fait pas. En tant que fille, il faut être comme ci. En tant que garçon, il faut être comme ça. Et on voit bien que ça convient ni aux filles ni aux garçons. Et puis des choses qui posent question, parfois violentes, sur l'homophobie ou sur il a eu envie de faire ça et moi j'avais pas envie, ou alors quelque chose qui peut
choqués quand on l'écoute. Moi, je fais ce que tu veux du moment que tu partages ta copine. C'est peut-être l'occasion de rappeler que les filles, les petites copines, les petits copains ne sont pas des objets. Et donc, ce qui vaut avant tout, c'est le consentement qui est le désir des deux, un désir mutuel. On pourra en reparler plus tard. C'est le titre de votre livre. C'est également une question que l'on a envie de vous poser. Est-elle féministe, Beyoncé, ou pas ? Alors oui, justement, c'est une question qu'on nous pose souvent. Pourquoi ce titre ? Pourquoi cette question ? D'abord parce que c'est une question qu'en tant que militante féministe, on nous pose souvent. On nous pose souvent la question de savoir telle chanteuse, telle actrice, telle ministre, est-ce qu'elle est féministe ou pas ? Est-ce que c'est une bonne féministe ? Est-ce que c'est une féministe comme il faut ? Donc c'était aussi une manière de faire un peu un pied de nez, de ne pas répondre à la question, parce que nous, aussi bien, quand je dis nous, c'est Raphaël Rémy Leleu et moi qui avons coécrit ce livre, on pense qu'il n'y a pas de bonne féministe, il n'y a pas un seul schéma, et que Beyoncé, peu importe ce qu'on en pense, en fait, du moment qu'une femme ou qu'un homme se dit féministe, s'engage dans ce combat, qui pourrait lui nier ce droit à cet engagement ? Beyoncé, en fait, c'est un prétexte, on s'en sert pour revenir sur ce qu'est le féminisme, sur ce à quoi il sert, sur toutes les formes qu'il a pu prendre de la Révolution jusqu'à aujourd'hui. Beyoncé, c'est une féministe qui répond oui très fièrement et très clairement à la question « Est-ce que vous êtes féministe ?», ce qui était encore pas le cas de beaucoup de personnes, actrices, chanteurs, chanteuses, ces dernières années, parce que le féminisme a souffert d'une mauvaise presse, d'une mauvaise image, parce qu'il ne convenait pas à tout le monde. Beyoncé, en 2016, elle affiche clairement en fond d'écran de toute sa tournée l'adjectif féministe. Et depuis 2016, on remarque qu'en France aussi, certains ont fait le choix de dire eux aussi fièrement « je suis féministe ». Je pense notamment à Angèle, donc vous avez peut-être vu le clip « Balance ton quoi », qui parle de consentement, qui parle justement de féminisme, de désir égalitaire dans la sexualité, dans le couple. Je pense aussi à la rappeuse Chilla, dont plusieurs de ses chansons parlent des violences, du sexisme que peuvent subir les femmes qui font du rap, ou encore à Eddie de Pretto, qui lui remet en question un peu ces codes de la virilité, ce qui serait en fait comment devrait être un vrai mec, un mec viril, et lui il montre que tout ça c'est un peu quelque chose de dépassé. Et ce qu'ils ont en commun, Beyoncé, Angèle, Chilla, Eddie de Pretto, à leur manière, c'est de revendiquer le féminisme. Et le féminisme, c'est peut-être l'occasion de le dire, de le rappeler. Nous, on a choisi cette définition dans le livre. Tout simplement, le féminisme est un mouvement d'action et d'idées qui vise l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, il peut se traduire dans tous les domaines, dans une entreprise, en politique, avec son groupe d'amis. Voilà, il y a plein de manières d'être féministe. On le dit, on l'écrit, il y a 1000 manières d'être féministe, chacun à sa manière, en retoquant la petite blague sexiste en repas de famille ou alors en militant activement dans une association féministe. Au cours de l'histoire, on a distingué aussi, et c'est important de le rappeler, les victoires qu'a permis de gagner le mouvement féministe. Souvent, on ne se rappelle pas de ce qu'il y a eu derrière nous, on ne transmet pas cette histoire du féminisme. Donc c'est pour ça que dans ce chapitre, Beyoncé est-elle féministe, on fait aussi le parallèle, on parle de la conquête du droit de vote, une longue conquête qui a eu lieu de la Révolution jusqu'en 1945. Les femmes en France n'ont voté qu'à partir de 1945. C'est une conquête qu'elles ont arrachée avec des actions parfois drôles, parfois innovantes, parfois violentes aussi, parce qu'elles en avaient marre de l'action pacifique. Et puis voilà, beaucoup d'innovations. Je pense par exemple à Hubertine Auclair. Hubertine Auclair, c'était une féministe convaincue, militante suffragiste pour le droit de vote. Elle a par exemple appelé au boycott de l'impôt, Hubertine Auclair. Elle a dit, puisqu'on n'a aucun droit de vote, puisqu'on ne peut pas être élu et qu'on ne décide pas de ce qui est fait de l'argent public, mais en fait, on ne va plus contribuer aux impôts. Elle a aussi appelé au boycott du recensement de la population en disant, mais puisque nous, on ne compte pas dans la société française, alors pourquoi nous compter parmi les citoyens et les citoyennes de la République française ? Donc voilà, déjà, depuis le 19e siècle, les féministes, elles faisaient preuve d'humour, elles faisaient preuve d'imagination, parce que souvent, elles avaient beaucoup de mal à se faire entendre. Après, je passe, il y a marqué derrière le droit à la contraception et à l'avortement. Le mot est caché, non pas parce qu'il est tabou, mais parce qu'il y a un petit problème de mise en page. Mais l'avortement, on peut l'écrire en gros, c'est aussi une importante conquête du mouvement féministe. Là, on a basculé dans les années 70. Les femmes ont le droit de vote, elles ont le droit de travailler, elles ont le droit d'avoir
depuis peu une indépendance économique. Maintenant, elles veulent avoir le droit d'avoir une sexualité qui ne soit pas forcément liée au fait d'avoir des enfants. Et puis, elles veulent pouvoir maîtriser leur contraception, leur reproduction, notamment pour avoir une vie professionnelle comme elles le souhaitent et avoir des enfants quand elles le souhaitent. Donc, c'est aussi là une grande victoire du féminisme, une victoire, le droit à la contraception, à l'avortement, qui est souvent remise en question. On le voit dans beaucoup de pays, et notamment dans la période du confinement, beaucoup de pays ont remis en question le droit à l'avortement. Et c'est pour ça que, comme beaucoup de conquêtes féministes, c'est quelque chose qui doit être toujours rappelé, toujours défendu, parce que rien n'est jamais acquis, notamment sur la question de la sexualité des femmes. On pourra en rediscuter. Et enfin, plus actuel, le thème, on parle de vagues souvent féministes. Donc première vague, la conquête du droit de vote. Deuxième vague, la conquête du droit à l'avortement et à la contraception. Aujourd'hui, on parle d'une troisième vague, notamment autour de la thématique de la lutte contre les violences faites aux femmes. Ça, vous en avez forcément entendu parler. Vous n'avez peut-être pas étudié ou vous avez moins de souvenirs de la conquête du droit de vote ou du droit à la contraception en France. Mais vous avez forcément entendu parler de la question des féminicides, la question du harcèlement sexuel, avec tous les mouvements dont on a pu entendre parler ces dernières années. Je pense à MeToo, un mouvement mondial, à Balance ton porc, un mouvement plus franco-français. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir libérer la parole de femmes qui ont dit « j'ai été victime de violence » et d'autres femmes ont répondu en disant « moi aussi, MeToo, tu n'es pas seule, tu n'as pas à avoir honte ». C'est aux agresseurs et aux personnes violentes d'avoir honte de ces faits-là. Donc cette question des violences, de l'émergence de cette thématique dans le débat public, vous avez peut-être entendu parler des féminicides aussi. Les féminicides, juste pour en dire quelques mots, c'est le fait de tuer une femme parce qu'elle est une femme. Donc on en a beaucoup parlé au sein du couple, des conjoints violents, généralement ça n'arrive pas comme ça par surprise, après des années ou des mois de violence conjugale, un homme qui considère que sa femme lui appartient, qu'elle est sa propriété et qui va tuer sa femme pour ne pas qu'elle lui échappe. Donc ce n'est pas une question de jalousie, ce n'est pas un crime passionnel. Entre le féminicide et l'amour, il n'y a rien. On ne tue pas par amour. Et donc les féminicides et les violences de manière générale sont bien des violences qui ne sont jamais justifiées par aucune circonstance atténuante, on va dire. On a aussi entendu parler d'une question qui touche particulièrement les jeunes femmes, le harcèlement de rue, que ce soit dans les transports, bus, trains, métro ou autres, et puis dans la rue aussi, toutes ces remarques non sollicitées qui peuvent empoisonner la vie, encourager des femmes à changer de tenue, à ne pas rentrer seules tard le soir, ne pas emprunter les transports en commun, et puis tout un mouvement là vous avez tous les hashtags qui ont pu justement permettre cette libération de la parole, Paye ta schneck justement pour le harcèlement de rue, mais pour les collèges et les lycées, par exemple, il existe aussi Paye ton bahut. Donc on voit que le féminisme, ça touche de très nombreux thèmes, que l'égalité, elle n'est pas acquise, qu'on a besoin de plus en plus de monde, de filles comme de garçons, et que la question des violences est une question primordiale, mais parmi bien d'autres qui a permis de conquérir le mouvement féministe. Margot, c'est le titre de votre livre. C'est également une question que l'on a envie de vous poser et qu'on aperçoit dans les paroles des jeunes en introduction tout à l'heure. C'est quoi les trucs de meuf ou les trucs de mec ? Oui, ce qu'on entend, et c'est ce que je disais en introduction, c'est qu'il y aurait des choses qui se fait pour une fille, qui se fait pas pour une fille, et puis des choses qui se font pour un garçon et qui se font pas pour un garçon. C'est comme si, mais bon, c'est peut-être l'occasion de casser un peu le mythe, il n'y a pas de gène, c'est pas dans nos gènes d'aimer le foot ou la danse classique, c'est pas non plus dans le gène des parents d'aimer le bricolage ou d'aimer laver les toilettes, par exemple. Pourtant, quand on regarde autour de nous, on voit bien que les filles et les garçons ne font souvent pas les mêmes sports, n'ont pas les mêmes loisirs, ne regardent peut-être parfois pas les mêmes séries ou la même musique. C'est des grandes tendances, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des filles qui font du foot ou des garçons qui font de la danse classique, mais quand on s'intéresse à des tendances, on voit que les filles sont majoritairement concentrées dans certains sports, dans certains loisirs et après, plus tard, dans certains métiers. Alors,
Pourquoi? Alors comment ça peut s'expliquer? Je vais m'appuyer, et j'ai rien inventé, sur Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, c'est une féministe, une philosophe reconnue qui a écrit notamment Le deuxième sexe en 1949. C'est un livre hyper actuel dans lequel elle a notamment dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Et plus tard, elle dira aussi « J'aurais pu ajouter « On ne naît pas homme, elle le devient ». Et en fait, qu'est-ce qu'elle dit par là? C'est que toutes les qualités ou alors les défauts qu'on associe aux filles et aux garçons, pour en citer un, les filles seraient trop bavardes, les garçons et les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps, tout ça c'est des clichés et surtout ça nous est enseigné par la société, par tout ce qui nous entoure, les médias. Aujourd'hui c'était pas le cas dans les années 40, mais on pourrait parler des séries, des films, des publicités, tout ça qui va façonner comment doit être une fille et comment doit être un garçon. Et ça se fait dès le plus jeune âge en fait. Je vais prendre un exemple, ça c'est des bodys pour un bébé de 6 mois. Un bébé de 6 mois, donc en théorie, n'a pas énormément une personnalité construite. Et pourtant, dès 6 mois, on va tout de suite montrer, et ça saute aux yeux tout de suite, on a la couleur rose d'un côté, la couleur bleue de l'autre. Et si on regarde dans les adjectifs, on a jolie, têtue, rigolote, douce, gourmande, coquette, amoureuse, mignonne, élégante, belle d'un côté. Et puis du côté des garçons, dont on sait que c'est pour les garçons parce que c'est bleu et au genre masculin, courageux, fort, fier, robuste, vaillant, rusé, habile, déterminé, espiègle et cool. Et du coup, ce qu'on remarque, c'est que déjà, moi, ce qui me choque au premier abord, peut-être qu'il y aura d'autres remarques dans les questions, c'est que du côté des petites filles, on a en gros 5 adjectifs qui veulent dire à peu près la même chose. Jolie, coquette, élégante, belle, ça ne fait que renvoyer un bébé de 6 mois à son physique, à sa beauté, à son apparence physique. Du côté des garçons, on a des adjectifs plutôt valorisés, fort, vaillant, rusé, habile, déterminé. C'est quand même assez valorisé dans la société de correspondre à tous ces adjectifs-là. Mais au-delà de savoir si c'est bien ou pas d'être vaillant ou d'être élégante, c'est plutôt qu'en fait, c'est nous, en tant qu'adultes, qui projetons des attendus sur les petites filles et sur les petits garçons. Et là, on ne parle même pas de petites filles et de petits garçons, mais de nourrissons. L'autre jour, j'entendais des enfants dans la rue et un petit garçon qui devait avoir 5 ou 6 ans et qui disait en parlant d'une petite fille « Mais pourquoi elle pleure ?» Et son père, il lui répondait « Elle pleure parce que c'est une petite fille. » Et il a rajouté, et je caricature pas du tout, et des exemples comme ça, vous en avez certainement autour de vous, il a rajouté « Et toi, tu pleures pas parce que tu es un petit garçon. » Donc on voit que c'est pas forcément mal intentionné dans la bouche de ce papa, mais c'est que pourquoi une petite fille, elle pleure? Non pas parce qu'elle a du chagrin ou parce qu'elle veut quelque chose, mais parce que c'est une petite fille. Et aussi, il a ajouté, et du coup la caricature est bouclée, il a ajouté qu'un petit garçon, ça ne devait pas pleurer. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des stéréotypes, et on voit bien à quel point ça peut enfermer, ça peut façonner les imaginaires des petites filles et des petits garçons dès le plus jeune âge. Il y a aussi, je parlais des vêtements, mais il y a aussi les jouets, et ça c'était simplement un exemple pour vous montrer que les choses ne vont pas toujours en s'améliorant. Sur l'image de gauche, vous avez la pub pour les Lego dans les années 80, où on voit une petite fille et un petit garçon, on peut supposer qu'ils sont frères et sœurs et qu'ils jouent ensemble. Il n'y a pas de code couleur, c'est les mêmes Lego pour tout le monde. Et puis là, vous avez les Lego qui étaient en vente pour le Noël 2019, le Noël dernier, où on voit tout de suite, et moi quand je fais des interventions avec des enfants, tout de suite les enfants ils comprennent quels sont les jouets destinés aux petites filles et quels sont les jouets destinés aux petits garçons. Donc ça montre quoi? Ça veut dire qu'on considère que les petites filles et les petits garçons ne peuvent pas jouer ensemble. Et pourquoi les marques comme Lego, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer, ils font ça? Parce que ça a le très bon avantage que dans une famille, contrairement aux années 80, maintenant on achète un Lego pour la petite fille et un Lego pour le petit garçon. Donc c'est ça aussi le désavantage de nier toute amitié entre les filles et les garçons, entre la possibilité de jouer ensemble. Et puis aussi, ça peut créer des barrières. Ah bah non, toi, tu peux pas jouer à celui-là parce que tu vois, c'est rose, c'est pour les filles. Ou toi, en tant que fille, tu peux pas jouer à celui-là puisqu'il est bleu. Donc l'idée de l'égalité et du féminisme, c'est de casser ces barrières-là. Pourquoi, comme on le voit sur le flyer, comment on dit, le dépliant qu'on avait fait dans le cadre d'une campagne qui s'appelait Marre du rose, pour justement alerter sur le fait que dans les jouets, ça s'aggrave plutôt que ça s'améliore. De quoi avez-vous peur
qu'il devienne un bon père, pourquoi on ne permettrait pas aux petits garçons de jouer eux aussi avec un poupon? Et c'est aussi un super bon apprentissage pour plus tard, ils aient envie de s'occuper encore plus des enfants autour d'eux, voire même de leurs enfants plus tard. Donc ça montre aussi, tout ça, c'est qu'en tant qu'adultes, là encore une fois, c'est nous qui avons peur et c'est nous qui pouvons interdire ou alors ne pas penser à offrir un jouet tel qu'une petite poupée à un garçon. Question de Sarah. Et justement, je crois qu'on a une question liée à justement l'éducation et le traitement qu'on peut avoir différemment pour les filles et les garçons, que voici tout de suite. De Sarah, pendant le confinement, il était interdit de s'asseoir sur la plage. Un groupe d'amis était assis sur la plage, 2 garçons, 3 filles. Seuls les garçons ont pris une amende. Moi, je pense que l'amende doit être pour tout le monde ou pour une personne. Et vous ? Alors, je suis d'accord avec toi, Sarah. Bon, dans l'idéal, je voudrais que personne ne prenne d'amende, hein, mais en l'occurrence, si tout le monde fait la même chose, je suis complètement d'accord avec toi. On doit appliquer le même traitement pour tout le monde. C'est une pratique étonnante dont Sarah nous fait part, mais ça renvoie aussi à la manière qu'on a d'appliquer les sanctions. Je pense par exemple à l'école, justement, que ce soit en collège ou en lycée, on voit que la plupart des sanctions disciplinaires, elles sont prises contre les garçons. Et si je me projette, hein, mais c'est peu en lien, si on regarde dans les prisons, on remarque qu'il y a des études qui montrent que pour les mêmes faits, en général, une femme va moins souvent avoir une peine de prison qu'un homme pour les mêmes faits. Parce qu'il y a aussi cette idée que les femmes, les filles, enfreignent peu les règles, elles sont des bonnes élèves, elles enfreignent peu la loi. Et historiquement, on a montré que, par exemple, si je reprends l'exemple des prisons, on envoyait plus souvent les femmes dans les hôpitaux psychiatriques en considérant que si une femme elle était violente, c'est qu'elle avait un problème psychologique. Et c'était aussi une manière de nier le côté rebelle par rapport à la loi, par rapport à la norme, et aussi de nier la capacité des femmes à pouvoir et vouloir exercer une violence. On considérait qu'une femme qui était violente, c'est qu'elle avait un problème psychologique et non pas qu'elle devait être sanctionnée par une peine de prison. Mais je suis complètement d'accord avec Sarah, pour revenir à sa question, pour dire que l'égalité, c'est ça aussi, pour un même fait, la même sanction pour tout le monde. Justement, j'enchaîne au-delà des sanctions. Quel effet ça a? Je parlais de l'éducation. Quel effet ça a à l'âge adulte? L'éducation, justement, les jouets. Est-ce que vous avez beaucoup vu une petite fille à qui on offrait un camion de pompier? Ou alors, je rebondis sur l'exemple de tout à l'heure, est-ce que vous avez beaucoup vu un petit garçon à qui on offrait une poupée? On pourrait se dire, bon, après, c'est quoi le problème? C'est pas si grave, c'est que des jouets. Mais en fait, on voit que ça a un effet aussi sur la manière dont se représentent les enfants. Il y a des études qui ont montré que quand on demande à des enfants de dessiner un pompier, un médecin ou un président de la République, eh ben, ils vont tout de suite penser à un homme. Ils ne vont pas se projeter justement sur une image, comme on le voit à l'écran, d'une femme sapeur-pompière. Et je suis à peu près sûre que si vous demandez à des enfants de dessiner quelqu'un qui s'occupe des bébés, un sage-femme par exemple, ou un éducateur, un puériculteur, ils vont souvent représenter une femme. Donc en fait, la manière dont on a de leur parler, les jouets qu'on leur offre, ce qu'ils voient à la télé, dans les publicités ou autres, ça façonne aussi dans quel métier ils vont se projeter. Et aujourd'hui, on voit que dans les métiers, il n'y a pas d'égalité, il n'y a même pas de mixité en fait, puisqu'il y a beaucoup de métiers où on va trouver beaucoup de femmes, justement, je le disais, aides-soignantes, institutrices, infirmières, beaucoup de métiers qu'on a vu mobilisés pendant justement la crise du Covid. Et il y a beaucoup de métiers où, à l'inverse, il n'y a aucune femme. Métier du bâtiment, métier technique, ou même si je prends des exemples plus prestigieux, en politique, dans les présidents de région, les maires, etc., qui restent encore des fonctions majoritairement occupées par les hommes. Donc ça montre aussi que ça enferme à très long terme dans des métiers ou dans des pratiques. Et ça passe aussi par notre langage. Par exemple, je vous ai dit sapeur-pompière ou un sage-femme. Est-ce que c'était des termes que vous avez entendus avant? Je ne suis pas certaine parce que ça reste très rare de les formuler au féminin ou au masculin. Et ensuite, je crois que justement sur la question de l'éducation, il y avait une question de Delphine qui concerne justement plus précisément les garçons. Delphine nous pose la question, donc mère de 2 enfants et très concernée par la question de l'égalité. Je suis en questionnement permanent dans l'éducation de mes fils. Comment peut-on éduquer nos enfants, et notamment nos garçons, dans le carcan de notre société patriarcale?
Alors c'est vrai que c'est très compliqué et il y a beaucoup de parents qui veulent bien faire, qui veulent se dire mais justement moi je veux que petite fille ou petit garçon, mes enfants soient complètement libres de leur choix. Je ne veux pas les obliger à avoir tel jouet, tel métier, telle orientation, tel sport. Bon, première chose pour Delphine, je pense qu'il faut être indulgent avec soi-même, indulgente en tant que parent, c'est que vous ne pourrez pas changer la société, vous toute seule dans votre maison. Vous pourrez les éduquer de la manière la plus libre et la plus égalitaire, la plus féministe qui soit. Ils seront toujours confrontés, que ce soit à l'école, avec leurs amis, à la télé, avec les jouets qu'on leur offre, ils seront toujours confrontés aux stéréotypes et un peu au rôle qu'on essaie de leur imposer. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à Delphine, c'est surtout de toujours se dire est-ce que j'aurais réagi pareil avec une petite fille? Est-ce que j'aurais réagi pareil si j'avais une fille, quand je lui ai interdit telle chose ou quand je l'encourage à faire telle ou telle chose? Et puis l'objectif, en fait, c'est qu'ils se sentent le plus libres possible, qu'ils sentent aucune barrière dans ce qu'ils ont envie de faire, l'instrument de musique qu'ils ont envie de jouer, la musique qu'ils ont envie d'écouter, la filière plus tard universitaire qu'ils auront envie de choisir, qu'ils se sentent toujours libres et soutenus dans leur choix par leur famille. Et puis après, comme on ne peut pas tout changer soi-même, je dirais qu'on ne peut pas les protéger et leur mettre une muselière sur, justement, elle parle de patriarcat, on pourrait dire le sexisme de la société qui nous entoure. Donc je pense que l'important, c'est de leur apprendre à développer un esprit critique et qu'en fait, quand ils voient une pub, quand ils voient un film, justement, ils aient la capacité de se dire est-ce qu'on n'est pas un peu en train de me vendre quelque chose ou est-ce que ce n'est pas un schéma traditionnel, complètement sexiste et complètement dépassé, qu'ils arrivent eux-mêmes à avoir ce regard critique, que ce soit sur les contes, sur les histoires qu'on leur lit et que, j'allais dire, ils ne se fassent pas avoir. Un autre sujet qui est beaucoup ressorti dans le film et dont on sait qu'il peut parfois être compliqué à aborder avec les parents, c'est l'amour et ou la sexualité. Comment aborder ce sujet-là? Quels conseils donnez-vous aux jeunes qui se posent des questions comme aux parents qui ne savent pas comment en parler avec leurs enfants? Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas toujours le dialogue le plus facile que de parler d'amour ou de sexualité avec ses parents. D'abord parce qu'en tant qu'ado, on n'a pas forcément envie d'aborder ces sujets-là avec ses parents. Et puis, il y a des parents aussi qui n'ont pas forcément envie et qui sont hyper mal à l'aise avec ce sujet pour en parler avec leurs enfants. Donc, le problème, c'est où chercher les infos. Il y a l'Escale Info, on en a parlé, il y a plein de centres et de structures sur Internet, on pourra en rediscuter après, mais souvent on peut être tenté de chercher la solution des explications dans la pornographie, on va voir que c'est une mauvaise idée. Il y a beaucoup de choses justement qui sont, on va dire, on entend beaucoup de questionnements et de il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut faire ce qui lui plaît, comment être un bon coup, etc. Il y a beaucoup de mythes qui circulent, beaucoup de mensonges, d'idées reçues qui circulent sur la sexualité. Et donc, aller chercher des réponses dans la pornographie, c'est une fausse bonne idée. Donc, c'est important de déconstruire des idées reçues qu'on peut avoir, qui circulent beaucoup, que ce soit sur les relations amoureuses ou sur la sexualité, qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs. Il n'y a pas forcément de sexualité dans toutes les relations amoureuses, dans les premières relations qu'on peut avoir. Et puis, les relations sexuelles ne sont pas toujours des relations amoureuses comme on le découvre au cours de sa vie. Donc peut-être pour citer 4 idées reçues qu'on déconstruit dans Beyoncé Telle Féministe, justement, une grande idée reçue, les mecs ont toujours plus envie que les meufs. Alors peut-être c'est le moment de rassurer tout le monde. Les garçons, les hommes sont des êtres humains dotés d'un cerveau. Et donc ça veut dire que comme les filles et comme les femmes, ils peuvent retenir leurs pulsions qui ne sont pas des pulsions irrépressibles. Donc les hommes peuvent se retenir si jamais leur partenaire n'en a pas envie ou si jamais ils en ont... Voilà, c'est pas le bon moment. Donc on n'est pas des animaux, on peut se retenir. Et d'ailleurs, les femmes et les filles peuvent se retenir et les jeunes femmes peuvent se retenir aussi quand c'est pas le bon moment. Une autre idée reçue, et on en parle aussi, ils en parlent aussi dans le film qu'on a entendu au début, un couple, c'est forcément une fille ou un garçon. Alors, non, ça c'est le schéma que nous racontent les contes et les films qui terminent par ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais dans la réalité il y a plein de couples qui correspondent pas à ce schéma-là, et des couples de filles, des couples de filles comme on a entendu dans le film tout à l'heure, des couples de garçons, mais souvent ça demande, on dirait que c'est un truc incroyable que de devoir assumer ou de pouvoir être en couple entre filles ou entre garçons, et ça va déclencher des
et ce qu'on observe aujourd'hui encore trop souvent, de l'homophobie ou de la lesbophobie. Donc là encore, c'est important de déconstruire ça pour que les personnes se sentent libres de justement dire tout simplement j'aime cette personne, que ce soit une fille ou un garçon, qu'on puisse le dire librement et qu'on se sorte un peu de ces schémas qui datent des siècles passés. Pour être bonne au lit, troisième idée reçue, pour être bonne au lit, il faut regarder du porno. Alors déjà, être bonne au lit, aux yeux de qui? Est-ce que l'important, comme on le dit dans le sous-titre de ce chapitre, est-ce que l'important, c'est pas d'être bien au lit? L'important, c'est de se sentir à l'aise. Et dans la sexualité, on n'est ni dans une interro, ni dans une compétition sportive. Donc on n'est pas là pour justement faire s'imaginer des trucs incroyables et les centaines de positions du Kama Sutra. On est là pour se sentir bien avec son partenaire, pour rechercher un plaisir mutuel et surtout qu'il y ait un sentiment d'égalité entre les deux personnes. Le porno, trop souvent, ça reste des scènes complètement surréalistes qui ne se passent pas dans la vraie vie, avec des corps qui ne ressemblent pas à ceux que l'on voit dans la vie de tous les jours et surtout qui représentent une sexualité parfois violente. Donc le porno, c'est pas forcément la solution pour justement s'imaginer et se figurer une sexualité heureuse et épanouie, surtout quand on la découvre, surtout à ses débuts. Et enfin, dernière idée reçue, la sexualité et le plaisir des filles, c'est compliqué. Alors en fait, c'est compliqué, si on dit que c'est compliqué, c'est une manière assez facile de ne pas trop chercher. Donc peut-être que c'est l'occasion de dire que les filles et les femmes disposent du seul organe du corps humain qui est dédié au plaisir et qui s'appelle le clitoris. On en parle très peu, il n'est même pas dans les manuels scolaires de SVT, donc ça veut dire qu'on représente mal l'anatomie des femmes dans les manuels de SVT, c'est quand même un problème. Et le clitoris, c'est un organe merveilleux. Oser le féminisme avait fait une campagne en placardant partout sur les rues et partout sur les trottoirs de plein de villes de France, oser le clito, parce que justement le tabou autour de cet organe, ça nie aussi la capacité des femmes à avoir du plaisir. Or, dans la sexualité, c'est hyper important que, aussi bien, si je parle de relations hétérosexuelles, aussi bien que les hommes que les femmes ressentent du plaisir, il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Et puis, nier le clito, l'invisibiliser, dire que c'est quelque chose de sale et de méconnu, c'est aussi entretenir le tabou et l'existence qui existe autour des mutilations génitales. Vous avez peut-être entendu parler de l'excision. L'excision, ça revient tout simplement à mutiler le clitoris pour empêcher les femmes de ressentir du plaisir. Donc on voit bien que c'est historique, ça a été un sujet de longue date dont se sont a priori appropriés les féministes, mais le plaisir des femmes, le fait qu'elles puissent avoir une sexualité libre, épanouie, voire une sexualité seule par la masturbation, dont on parle beaucoup moins pour les femmes, ça a toujours fait peur. Donc c'est pour ça que je dis oser le clito, et puis c'est important d'aller se renseigner sur ces sujets-là. Je mentionne juste pour terminer sur ce point-là un merveilleux site de ressources qui concerne directement les jeunes filles, mais qui peut être très utile aux garçons. Ça s'appelle Les Frangines. Les Frangines te parlent sexualité en toute liberté. Le concept, c'est que c'est des jeunes femmes qui parlent à des jeunes filles. Ça se veut un guide féministe d'éducation à la vie affective et sexuelle. Et vous pouvez trouver justement les idées reçues dont j'ai parlé, plein de mythes à déconstruire et de manière très accessible, très simple pour des personnes, des adolescentes notamment. Et c'est sur le site lesfrangines.olf.site. Parler de sexualité libre, égalitaire, moi je considère que c'est un formidable moyen de prévenir les violences sexuelles, de prévenir une sexualité dont on n'a pas envie, parce qu'en fait, quand on est actrice de son corps, quand on le connaît, quand on connaît son anatomie, quand on connaît son plaisir, on sait aussi reconnaître très vite et connaître ses droits et savoir quand on n'a pas envie et quand c'est une situation qui n'est pas normale, qui est interdite et justement qui porte atteinte à son consentement. Et justement, le consentement, c'est une notion dont on parle récemment, dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui reste encore trop méconnu, entouré de plein de flou. Il y avait un jeune qui disait au début dans la vidéo « on ne sait plus ce qu'on a le droit de faire, à quel moment on tombe dans le harcèlement ou pas ». Peut-être que cette vidéo va permettre de mettre les choses un peu au clair. En fait, entre la drague et le harcèlement, c'est pas une question de « il y aurait une drague qui irait un petit peu trop loin et on tomberait dans le harcèlement ». Entre la drague et le harcèlement, on est sur une différence de nature. C'est des choses complètement différentes. Dans la drague, on a deux personnes qui sont d'accord, qui se désirent, qui sont heureuses d'être là, qui sont dans un rapport
égalitaire. Dans le harcèlement, on a une personne qui impose, qui domine, et une autre qui fait tout pour éviter de se retrouver en contact avec la personne harceleuse. Donc en parler, c'est hyper important. Et justement, pour en parler, vous allez voir, c'est un parallèle assez, on va dire, déroutant, un parallèle entre le consentement et la tasse de thé. Je vous invite à le regarder tout de suite. Si vous avez encore du mal à comprendre ce que signifie le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous voulez faire une tasse de thé. Vous dites « Hey, est-ce que tu veux boire un thé ?» Et la personne répond « Oh mon Dieu, putain, ouais, j'adorerais prendre une tasse de thé, merci !» Alors, ça veut dire que la personne veut une tasse de thé. Si vous dites « Hey, tu veux boire un thé ?» et qu'on vous répond « Je sais pas, je suis pas sûr », alors vous pouvez leur préparer un thé ou non, mais soyez bien conscient que la personne n'en voudra peut-être pas. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important. Ne la forcez pas à boire. Ce n'est pas parce que vous avez fait du thé que vous avez le droit de voir quelqu'un le boire. Et si la personne vous dit « Non merci », alors ne lui faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé. Ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut juste pas de votre thé, d'accord ? La personne pourrait aussi dire « Oui, s'il te plaît, ce serait très aimable de ta part ». Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bien sûr, c'est plutôt embêtant parce que vous aviez fait l'effort de préparer tout ce thé. Mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau, infuser le thé, rajouter quelques gouttes de lait. Et c'est tout à fait acceptable qu'une personne change d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas boire le thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question « Voulez-vous du thé ?» Parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être que la personne était réveillée quand vous lui avez demandé, et qu'elle a dit oui. Mais le temps de faire bouillir l'eau, d'infuser le thé, de rajouter quelques gouttes de lait, la personne est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé quelque part. Assurez-vous que la personne est en sécurité, et c'est encore la partie la plus importante, ne lui faites pas boire de thé. Elle a dit oui tout à l'heure, d'accord. Mais les personnes inconscientes n'ont pas du tout envie de boire le thé. Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à en boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini sa tasse, ne continuez pas à verser le thé dans leur gorge. Rangez le thé. Assurez-vous plutôt que la personne soit en sécurité, parce que les gens inconscients n'ont pas du tout envie de boire le thé. Croyez-moi sur ce point. Si quelqu'un est venu boire un thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Cette personne n'a pas forcément envie que vous vous pointiez chez elle sans prévenir avec du thé pour les obliger à boire, en lui disant « mais tu voulais du thé la semaine dernière » ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en disant « mais tu voulais du thé la semaine dernière ». Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il ne veut pas, et que vous comprenez pourquoi ces personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si dur de comprendre ça quand il s'agit de sexe ? Que l'on parle de thé ou de sexe, c'est pareil, le consentement est la clé. Et sur ce, je vous laisse. Je vais me faire une petite tasse de thé. Effectivement, très clair ce film. Margot, une question est posée. Donc Philippe qui nous demande est-ce que le confinement a eu un impact sur la condition féminine ? Alors, oui, en fait, moi j'ai tendance à dire que tout ce qu'on observe, tout ce qui se passe dans l'actualité ou dans la politique, si on regarde avec une lecture féministe, ça a toujours un lien. Mais là, particulièrement, en fait, et je pense que c'est une question dont on a peu parlé et sur laquelle on va pouvoir s'appuyer justement pour que le confinement, ça permette justement une prise de conscience sur ces sujets-là. Moi, par rapport à l'impact du confinement sur l'égalité, sur les droits des femmes, je vois notamment deux sujets. D'abord, le confinement, on le sait, a exacerbé les violences conjugales et les violences contre les enfants. Il y a eu plus de 40% d'interventions de la police et de la gendarmerie pendant la période de confinement par rapport à la même semaine l'année dernière. Donc ça montre que pour un grand nombre de femmes en France, le fait d'être confinée avec un conjoint qui était déjà violent, c'est rarement le confinement qui a révélé la violence, mais ça les a mis en situation de danger. Et d'ailleurs, ce n'est pas spécifique à la France. L'ONU, le secrétaire général de l'ONU, a montré que dans tous les pays du monde, dans tous les pays qui avaient mis en place une forme de confinement, on observait une explosion, une augmentation exponentielle des violences conjugales. Ce qu'on n'a peut-être pas assez rappelé, ça a mis du temps à se mettre en place, c'était que le confinement empêchait de sortir ou autre, mais il n'empêchait pas de fuir et que donc même les femmes en situation de danger, elles avaient le droit de se rendre en police, en gendarmerie pour demander de l'aide. Mais pour beaucoup de femmes qui se sont retrouvées bloquées avec un conjoint violent,
c'était justement une situation encore plus exacerbée, encore plus dans un huis clos, on va dire, au sein de la maison. Et donc pour elle, ça a représenté un danger. Et c'est le cas aussi, on sait que le 114, donc, qui est le numéro Allo Enfance en danger, les appels ont explosé, notamment de la part de voisins qui entendaient des maltraitances contre les enfants. C'est le cas aussi au 3919, donc c'est l'occasion de le rappeler. Le 3919, c'est la plateforme nationale d'écoute anonyme et gratuite pour tout type de violence faite aux femmes. Donc en gros, vous appelez le 3919, c'est gratuit, c'est anonyme et on peut parler, que vous soyez témoin, voisin, ami ou autre, collègue. Vous pouvez demander conseil ou alors orienter une victime vers ce numéro-là pour qu'elle soit accompagnée au mieux et on va la renvoyer vers l'association la plus proche de chez elle. Et un deuxième sujet qui me semble particulièrement en lien avec la période qu'on vient de vivre, c'est tous les métiers qui ont été, on a appelé la ligne de front, mais je pense que le vocabulaire guerrier n'est pas forcément le plus adapté, mais en tout cas, toutes les personnes, beaucoup des personnes qui étaient en première ligne, je pense aux aides-soignantes, aux infirmières, aux enseignants du premier degré qui ont pris le relais pour justement que les enfants de soignants ou autres aillent à l'école, mais on s'est rendu compte que c'était des professions très largement occupées par des femmes, que ce soit les aides-soignantes à l'hôpital ou alors qui travaillent dans les maisons de retraite, dans les EHPAD. C'est des métiers qui sont occupés à plus de 80% par des femmes dont on entend peu parler et surtout qui sont très peu valorisées et souvent sous forte pression. Donc peut-être que ce confinement a eu un impact très négatif, il a renforcé la question des violences conjugales, il a mis des femmes en danger, mais peut-être que ce sera aussi l'occasion d'une prise de conscience pour que enfin des métiers trop peu valorisés, y compris monétairement, trop peu considérés, trop peu payés, comme les aides-soignantes, les professeurs des écoles, les infirmières, puissent voir enfin leur métier reconnu à leur juste valeur, comme on a pu le voir ces derniers mois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, une autre question mail. Karine, qui nous demande « Qu'est-ce que la parité pour vous, Margot ?» Alors, la parité. Peut-être qu'effectivement, c'est l'occasion de remettre un peu à plat. On parle de mixité, de parité, d'égalité ou autre. La parité, c'est à la fois un moyen et un objectif qu'on ait autant de femmes que d'hommes à certaines fonctions. On n'aura pas autant de femmes que d'hommes dans tous les métiers, à toutes les fonctions, parce que la société, elle n'est pas mathématique 50-50 dans tout. Mais ce terme, il a été particulièrement utilisé, je pense, en politique ou dans le domaine économique, par ce qu'on appelle les lois de parité. Je prends par exemple l'exemple de l'Assemblée nationale, où siègent les députés. Avant les lois de parité, on tournait autour de 10-13% de femmes. Ça veut dire que sur les bancs de l'Assemblée nationale, des personnes qui sont censées nous représenter la population française, ont tourné autour de 90% de représentants hommes. Les lois de parité, en fait, c'est une manière de dire puisque les mentalités ne changent pas, puisque le changement ne va pas assez vite, on va prendre des mesures temporaires pour que ça aille plus vite. Donc, par exemple, c'est ce qu'on appelle les quotas. C'est de dire que pour les députés, par exemple, il faut qu'il y ait autant de candidates femmes que de candidats hommes. Bon, ça, c'est juste la première étape d'être candidat. Encore faut-il gagner. Et on voit que, autant, déjà, il n'y a pas autant de candidates femmes que de candidates hommes partout. Et puis, en plus, souvent, parmi les députés, les femmes, elles se retrouvent candidates dans des circonscriptions. C'est ce qu'on appelle le terme électoral. Souvent, elles partent plus souvent que les hommes perdantes d'avance. On sait qu'elles ne sont pas en position de gagner. Donc, la parité, ça a produit des effets. On l'a vu, le nombre de femmes a augmenté à l'Assemblée nationale, le nombre de femmes conseillères municipales, conseillères régionales, à tous les niveaux politiques. Et c'est important parce que, comme le disait Hubertine Auclair, c'est une exigence d'équité sociale, que les femmes comme les hommes puissent décider de ce qu'on fait en politique, de ce qu'on fait pour changer la société. Mais on voit que dans certains domaines, ça peine encore à s'appliquer. Et en fait, quand il n'y a pas de loi de parité, je prends un exemple, à la tête des mairies, à la tête des régions, on est encore là sur du 84% d'hommes. Donc dès qu'il n'y a pas de loi de parité, on va dire le naturel revient au galop. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc une question de Max. Que signifie le nom genré et quelle est sa place aujourd'hui en France ? Alors, le non-genré, peut-être qu'on ne l'a pas évoqué, le genre, c'est une autre manière pour parler, en gros. Je le résume, le genre, on considère que c'est un système, des normes qui attribuent justement des qualités
Et exactement ce que je disais tout à l'heure, ce que n'est ou ce que n'est pas une femme, ce que n'est ou ce que n'est pas un homme. Donc en gros, si on devait dire une société qui n'est pas genrée, qui ne repose pas sur le genre, ça serait une société féministe en fait. Une société où il y a des petits garçons, il y a des bébés qui naissent avec une anatomie d'homme, avec une anatomie de femme, mais c'est la seule chose qui les différencie, c'est des différences anatomiques. Mais ensuite, dans une société, dans un idéal féministe, dans une société idéale d'égalité entre les femmes et les hommes, il n'y aurait pas plus de différence en fait. Et il y aurait exactement les mêmes possibilités, les mêmes capacités pour une femme comme pour un homme. Donc une société non genrée, une société féministe, ce serait une société justement de beaucoup plus de liberté. Parfois on utilise le terme de non-genré aussi pour dire justement qui n'est pas marqué par les stéréotypes. Je pense par exemple à des maisons d'édition qui se disent non-genrées, c'est-à-dire qu'elles ne classent pas les livres pour les petites filles, les livres pour les petits garçons, et en plus, en prime, elles essaient d'avoir des histoires pas trop sexistes où l'idée, le schéma principal, c'est pas seulement une princesse qui attend qu'un prince charmant vienne la sauver. Donc le non-genré, c'est ça qualifie le fait de ne pas marquer la différence filles et garçons. Le contre-exemple qu'on a vu tout à l'heure, c'est justement les jouets, des magasins qui sont divisés en jouets filles et garçons. Peut-être qu'on pourrait se dire que c'est plus intéressant de distinguer les jouets par type d'âge ou alors par type de jouet. On pourrait imaginer des jouets culturels, des jouets scientifiques, des jouets plutôt sportifs, plutôt que de se dire qu'il y a des jouets pour les filles d'un côté, pour les garçons de l'autre. C'est une société un peu plus marquée, un peu plus enfermée et beaucoup moins libre quand elle est comme ça. Margot, une question de Sandrine. Que pensez-vous de la mesure mise en place par certaines villes, dont Paris je crois, qui consiste à permettre à un chauffeur de bus de laisser une femme qui se sent en danger de descendre entre deux arrêts ? Alors, ce dont parle Sandrine, c'est des mesures qu'on a vues émerger récemment suite justement à ce qu'on appelle le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, c'est toutes, on va dire, les comportements qu'on peut observer dans la rue, dans l'espace public de manière générale, sur les places, dans les bus, dans les métros, qui peuvent aller de la petite remarque sur la tenue vestimentaire, à demander le numéro, à suivre une personne jusqu'à chez elle dans la rue, voire à des agressions sexuelles. On parle souvent des frotteurs dans le métro ou dans les bus. En fait, les frotteurs dans le métro, c'est une agression sexuelle, donc c'est important de remettre les bons mots à leur place. Mais tout ça, c'est des propos, des comportements dont on a parlé justement quand il y a eu tout ce mouvement de libération de la parole sur le harcèlement de rue, dont on parlait notamment des jeunes femmes. C'est les jeunes femmes qui semblent les plus exposées, ou en tout cas c'est celles qui en témoignent le plus, de l'impact hyper négatif qu'a le harcèlement de rue sur elles, sur leurs déplacements, sur leur tenue, sur leur sentiment de pouvoir être libres quand elles se baladent dans l'espace public, tout simplement. Donc il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en place grâce à ça, grâce aussi à la mobilisation des associations féministes qui en ont parlé. Et ce dont parle Sandrine, c'est ce qu'on appelle l'arrêt à la demande. Donc ça a été expérimenté, il me semble, d'abord à Nantes. Et l'idée, c'est que justement, quand l'arrêt entre deux arrêts, ça s'appelle, en gros, quand on habite entre deux arrêts qui sont très éloignés, et notamment la nuit, c'est la possibilité de pouvoir descendre entre les deux arrêts pour avoir le moins à marché possible. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative, comme toutes les initiatives qui permettent de se sentir plus en sécurité. Mais après, j'ai envie de dire que ça peut être utile aux femmes, mais comme à toute personne à mobilité réduite, toute personne qui se sent en danger la nuit. Donc ça peut être un premier pas pour que cette expérimentation, elle puisse aussi être élargie à toute personne qui en fait la demande. On a vu aussi, donc ça c'était l'arrêt à la demande, on a vu aussi des campagnes de prévention pour dire le harcèlement sexuel est interdit dans les transports de telle ou telle ville. Ça a été le cas à Toulouse, ça a été le cas à Bordeaux, ça a été le cas à Paris. Il y a eu beaucoup de campagnes de prévention. C'était un thème dont on n'avait jamais parlé avant. On disait laissez sortir les gens avant de rentrer, ne laissez pas vos déchets sur les sièges du bus, mais on parlait jamais de harcèlement sexuel ou du fait d'importuner des femmes pendant leur transport public. Donc c'est très important que les jeunes femmes, les femmes se sentent légitimes à dénoncer ça, mais moi je pense plutôt que les femmes se adaptent leur comportement en descendant entre deux arrêts de bus. C'est aussi très important d'éduquer les hommes majoritairement à ne pas harceler. Peut-être que c'est par là qu'on devrait en passer, et c'est pour ça aussi que l'éducation des garçons est vraiment primordiale pour changer la société. Donc dernière question de Catherine. Est-ce que le confinement n'a pas également accru la charge mentale des femmes, télétravail, enfants, reprise,
injonctions contradictoires, etc. Alors oui, on aurait pu croire au début que justement le télétravail, le fait que dans beaucoup de familles, ce n'est pas le cas de toutes les familles, on a vu il y a beaucoup de gens qui ont continué à aller travailler, dans beaucoup de familles, on s'est retrouvé avec les 2 parents à la maison. Donc on aurait pu se dire, du coup ça va peut-être déclencher un partage plus égalitaire des tâches ménagères, des tâches liées à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, on sait que plus de 70% des tâches ménagères sont effectuées par les femmes. Je parle avant le confinement. Pour l'éducation des enfants, on est plutôt sur 60-40, mais ça reste très majoritairement les mères qui vont chercher les enfants à l'école le soir, qui vont amener les enfants chez le médecin, qui vont les amener à leurs occupations sportives. Et tout ça, ça empiète aussi, peu importe l'amour qu'on peut avoir pour ses enfants. Dans un couple, on est 2, les 2 personnes éduquent les enfants, et ça empiète sur le temps disponible des mères, ça empiète sur le temps qu'elles peuvent consacrer à leur carrière professionnelle, à leurs loisirs ou autres. Donc c'est aussi une entrave. Et en fait, malheureusement, les résultats, les témoignages ont montré que le confinement n'avait pas du tout permis cet élan égalitaire, mais au contraire, il avait accru la charge mentale des femmes. La charge mentale, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est au-delà de tout ce temps passé à faire la liste des courses, à aller faire les courses, à remplir le frigo, c'est tout le temps passé par les femmes principalement à tout organiser dans leur tête. Donc ça veut dire que justement, quand elles sont en réunion de travail, elles pensent à « il ne faut pas oublier de prévenir la nounou qu'il faut que l'enfant prennent les médicaments, etc. » Elles sont en train de préparer ce qu'elles vont faire à manger le soir. C'est encore elles qui majoritairement préparent les repas le soir. Donc en fait, il y a tout un temps qui prend de la place dans leur cerveau, qui les empêche de penser à autre chose et qui est une gymnastique intellectuelle pour que tout se passe bien dans la famille. Et elles restent encore majoritairement, dans le confinement comme avant, un peu les chefs organisatrices de l'organisation de la famille. Et souvent, on va entendre « Ah, mais toi, tu as de la chance, ton mari, il t'aide » ou des conjoints qui, se voulant utiles, disent « Est-ce que je peux aider à quelque chose ?» Quand on dit « Est-ce que je peux aider à quelque chose ?» ça veut dire qu'on considère qu'on est secondaire et que donc c'est toujours les mères qui restent les principales responsables de ce qui se passe à la maison. Or, si on se projette dans une société égalitaire, féministe, on a une maison à 2, on a des enfants à 2, donc est-ce que ce ne serait pas juste, normal et logique de répartir là, pour le coup, à 50-50, les tâches domestiques et familiales ? Donc Margot, c'était la dernière question. Comme je l'ai évoqué au début, le live sera visible dès lundi sur le site de la communauté de communes Max, également sur le Facebook de Max. Il me semble que tu avais une diapo avec des contacts. Oui, simplement en guise de conclusion et de prolongement. Déjà, merci beaucoup à toutes et tous pour vos réactions, les questions envoyées en amont, les questions envoyées pendant le live. J'espère qu'on aura l'occasion de faire des rencontres, on va dire, dans la vraie vie. Mais en attendant, il y a plein de ressources qui existent sur Internet. Donc, vous avez les comptes Instagram, Twitter et Facebook d'Oser le féminisme. Vous pouvez retrouver aussi sur le site oserleféminisme.fr toutes les campagnes, tous les visuels, tous les contenus dont j'ai pu parler. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, des choses à faire connaître, des interrogations par rapport à ce qui vient d'être dit ce soir, n'hésitez pas à écrire sur les réseaux sociaux de l'association Oser le féminisme. Donc je remercie Margot Collet. Merci également aux jeunes pour leur participation, aux animateurs pour le recueil de parole et aux établissements scolaires pour leur accueil. Merci à la CAF des Landes, à la DDCSPP et merci à vous tous en vous souhaitant une bonne soirée. À bientôt. Merci Natacha.